Les flûtes à champagne en cristal tintèrent comme un chœur de minuscules cloches pleines d'espoir, un son qui était censé signifier la joie. Pour Liam, elle résonnait comme un conte à rebours. Il se tenait à côté de sa mariée, Isabelle, le parfum d'un millier de roses blanches se mêlant au parfum hors de prix de leurs invités. Elle était radieuse, une vision en soie ivoire, son sourire aussi brillant et tranchant que les diamants à son cou. Elle n'avait jamais été aussi belle, et il n'avait jamais ressenti un sentiment d'effroi aussi profond. Le groupe de musique termina sa chanson, et au lieu que le DJ ne lance le morceau suivant, un silence tomba sur la grande salle de bal. C'était un silence lourd, plein d'attente. Isabelle prit un microphone, son sourire inébranlable. « Merci à tous d'être ici en ce jour le plus important de ma vie », commença-t-elle, la voix douce comme de la crème. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ces 2 dernières années ont été un tourbillon, construire mon entreprise, Innovate, à partir de zéro a été mon monde entier. Une vague d'applaudissements approbateurs parcourut la foule, une mer de costumes sur mesure et de robes de créateurs. Son père, Richard, rayonnait depuis la table d'honneur, ayant tout l'air du fier patriarche d'une nouvelle dynastie. Et pendant ce temps, continua Isabelle en se tournant vers Liam. J'ai trouvé l'amour, Liam a été mon soutien discret, mon calme dans la tempête. Ses mots étaient mielleux, mais ses yeux portaient un message différent. C'était un regard de douce propriété condescendante. Liam ressentit le picotement familier de l'humiliation, mais il garda une expression sereine, un masque d'adoration aimante qu'il avait perfectionné au cours de la dernière année. Mais en tant que femme d'affaires, dit-elle, son ton changeant et devenant plus résolu, j'ai appris que la prudence est tout aussi importante que la passion. Son regard balaya la pièce, s'arrêtant sur son père, qui fit un signe de tête presque imperceptible. D'une pochette en soie, elle sortit une liasse de papier, reliée dans une couverture juridique bleue et impeccable. C'est pourquoi, avant que nous ne coupions le gâteau et ne commencions véritablement nos vies ensemble, il y a juste une petite affaire à régler. Elle lui tendit les documents, un contrat de mariage prénuptial, lors de leur réception de mariage, devant 200 de leurs amis, de leur famille et de ses associés. Un halètement collectif, rapidement étouffé, fut une vague de sons qui déferla sur lui. Il pouvait sentir les regards, un mélange de pitié, de curiosité et de satisfaction suffisante venant du côté de sa famille à elle. Il vit sa mère, Eleanor, adresser un sourire crispé et plein d'excuses, complice silencieuse du jeu de pouvoir théâtral de sa fille. Isabelle pensait protéger son avenir. Elle pensait isoler la petite et brillante fortune qu'elle avait bâtie, de l'architecte simple et modeste qu'elle avait choisi d'épouser. Elle croyait être le soleil, et qu'il était une planète mineure prise dans son orbite, chanceux d'être réchauffé par son éclat. Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne dans cette pièce ne savait, c'était que le soleil autour duquel ils gravitaient tous était en fait lui, le capital d'amorçage, l'investissement fondateur qui avait permis à Innovate d'exister. Les 2 millions de dollars qu'elle croyait provenir d'une société de capital risque perspicace et anonyme provenaient de sa propre fortune personnelle. Il n'était pas seulement l'architecte de bâtiments, il était l'architecte silencieux de tout son succès. Dans les 6 mois, ce document, ce spectacle public d'humiliation, deviendrait l'instrument même de sa chute. L'ironie était si épaisse, si puissante, que c'était presque un goût physique dans sa bouche, plus amer que le champagne avec lequel il venait de trinquer. Nous avons tous vu des moments où les dynamiques de pouvoir sont exposées publiquement, n'est-ce pas? C'est fascinant et parfois déchirant à regarder. Faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous regardez aujourd'hui. Nous adorons voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, retournons dans la salle de bal, où Liam tenait un stylo à la main, et où l'avenir de son mariage était sur le point d'être scellé, bien que pas de la manière dont quiconque l'imaginait. Liam prit les papiers de ses mains, sa main était parfaitement stable, il ne la regarda pas, il ne regarda pas la foule, il regarda le document, il pouvait sentir sa confiance, une chaleur radieuse émanant d'elle. Elle croyait que c'était son couronnement, le moment où elle sécurisait son royaume. « Bien sûr mon amour, dit-il, sa voix calme mais claire, portant à travers la pièce silencieuse. Il fit cliqueter le stylo, il signa son nom sur la ligne indiquée sans lire une seule clause. Il savait en substance ce qu'elle dirait, ce qui était à elle était à elle, il n'avait droit à rien. C'était une déclaration de son indépendance à elle et de sa dépendance perçue à lui. Il fit glisser le document et le stylo sur la table, puis il leva les yeux et croisa son regard. Il sourit, un sourire sincère et chaleureux qui n'atteignait pas tout à fait ses propres yeux. Est-ce tout? La pièce expira, la tension se brisa. Isabelle,
momentanément déconcertée par son manque total de résistance, se ressaisit rapidement. Elle rit, un son cristallin et soulagé. C'est tout, dit-elle, en se penchant pour lui embrasser la joue, le baiser sembla froid. Le groupe de musique, prenant le relais, entama un air entraînant. Les bavardages reprirent de plus belle, bourdonnant des ragots sur ce qui venait de se passer. Les serveurs recommencèrent à circuler, versant davantage de champagne. Le moment était passé. Mais pour Liam, il venait juste de commencer. C'était une déclaration de guerre signée et scellée par un baiser. Il avait accepté les termes et il allait gagner. Car la seule chose qu'Isabelle et sa famille n'avaient jamais pris la peine de comprendre, c'était que dans un jeu de stratégie, le joueur le plus silencieux est souvent le plus dangereux. Il avait patiemment construit le plateau sur lequel ils jouaient tous. Maintenant, il allait simplement commencer à déplacer les pièces. Le reste de la réception de mariage se passa dans un flou de sourires forcés et de félicitations creuses. Les invités de son côté lui offraient des regards calmes et compatissants, leurs poignées de main s'attardant un instant de trop. Les invités de son côté à elle, en particulier ses relations d'affaires, le regardaient avec une curiosité nouvelle et méprisante, comme s'il était une œuvre d'art moderne qu'ils ne comprenaient pas tout à fait, mais dont ils étaient certains qu'elle ne valait pas grand-chose. Il n'était plus seulement Liam, le charmant architecte. Il était Liam, l'homme qui avait été publiquement rabaissé à son propre mariage. Il joua son rôle à la perfection, dansant avec sa nouvelle épouse, riant aux blagues retentissantes de son père et remerciant tout le monde d'être venu. Mais sous cette façade calme, une détermination froide et claire se durcissait, comme de l'acier trempé dans de l'eau glacée. Leur lune de miel à Bali fut moins une escapade romantique qu'une performance de 2 semaines. Isabelle était d'une joie incandescente, enivrée par le triomphe d'avoir sécurisé ses biens et son homme. Elle voyait la signature du contrat prénuptial non pas comme une insulte, mais comme une dernière tâche administrative ordonnée qui lui permettait de se détendre pleinement dans son rôle d'épouse. Elle traitait Liam avec une indulgence affectueuse, comme un animal de compagnie bien-aimé qu'elle pouvait désormais se permettre de choyer. Elle lui acheta des vêtements coûteux dont il ne voulait pas et fit l'éloge de sa nature simple et terre à terre auprès d'autres couples fortunés qu'ils rencontrèrent au complexe hôtelier. Comme si son manque d'ambition visible était un accessoire pittoresque et charmant à son propre succès fulgurant. Le véritable test eut lieu à leur retour. Ils emménagèrent dans la maison élégante et minimaliste qu'Isabelle avait achetée avec sa première vague de profit, une maison de verre et de marbre blanc qui ressemblait plus à un hall d'entreprise qu'à un foyer. C'était sa création, son domaine, et il n'en était qu'un résident. Moins d'une semaine plus tard, Richard et Eleanor les invitèrent à un dîner de bienvenue. C'est là que la subtile campagne de dénigrement commença sérieusement. La salle à manger de la maison de Richard et Eleanor était opulente, lourde de bois sombre, de peinture à l'huile et du poids des aspirations de la vieille monnaie financée par les réalités de la nouvelle monnaie. Richard, un homme dont les propres entreprises commerciales avaient été une série de médiocrités respectables avant que sa fille ne touche le jackpot, versa un bordeaux hors de prix et s'installa au fond de sa chaise, fixant Liam avec un regard d'intérêt magnanime. Alors Liam, commença-t-il, l'image même d'un beau-père inquiet. Maintenant qu'Isabelle est, eh bien, là où elle est, as-tu réfléchi à ta propre trajectoire de carrière? Liam posa sa serviette sur ses genoux. Je suis tout à fait heureux là où je suis, Richard. Mon cabinet a plusieurs projets intéressants en vue. Richard gloussa, un grondement bas et condescendant. Des projets, oui. Des plans et des modèles réduits, c'est pittoresque. Mais quel est le but final? Tu es un jeune homme intelligent. Tu ne veux sûrement pas tracer des lignes sur du papier pour le reste de ta vie pendant que ta femme part à la conquête du monde de la technologie. Je trouve une grande satisfaction à créer des espaces dans lesquels les gens vivent et travaillent, dit Liam d'un ton égal. Sa voix, un contrepoint calme au ton retentissant de Richard. La satisfaction ne paie pas une résidence secondaire dans les hantons. Rétorqua Richard, en faisant un clin d'œil à Isabelle. Écoute, ce que je dis, c'est qu'il y a peut-être une place pour toi chez Innovat. Dans la logistique, peut-être, ou la gestion des installations, quelque chose pour te faire entrer dans le jeu, tu vois? Nous avons besoin de personnes de confiance. L'offre resta suspendue dans l'air, lourde d'une insulte inexprimée. On ne lui offrait pas un travail. On lui offrait une aumône, un poste pour l'occuper, pour lui donner l'impression de faire partie du monde de sa femme, un rôle convenant davantage à un consort qu'à un partenaire. Eleanor bougea inconfortablement, sa fourchette tintant contre son assiette, mais ne dit rien. Isabelle, à son crédit, parut légèrement embarrassée.
Papa, Liam a sa propre carrière, dit-elle, bien que sa défense fût faible, manquant de conviction. Je pense juste à l'avenir, tonna Richard. À la famille, nous devons protéger ce que tu as construit ici, et cela signifie s'assurer que tout le monde tire dans la même direction. Ses yeux se posèrent sur Liam, et que tout le monde est convenablement situé. Liam ressentit une vague de colère familière et brûlante, mais il la laissa refroidir avant qu'elle n'atteigne son visage. Il regarda Richard, puis Isabelle. Il adressa un petit sourire d'autodérision. C'est une pensée généreuse, Richard. Merci. Mais je pense que pour l'instant, je suis plus utile à Isabelle en m'assurant que notre vie de famille est stable et calme, afin qu'elle puisse se concentrer sur la conquête du monde. Il avait délibérément utilisé ses propres mots, le calme dans la tempête, et les avait transformés en boucliers. C'était la réponse qu'ils voulaient entendre, la réponse qui confirmait leur perception de lui en tant qu'époux docile et d'un grand soutien. Richard sourit de toutes ses dents, son point étant fait. Isabelle se détendit, la légère rougeur de l'embarras sur ses joues s'estompant. Elle tendit la main par-dessus la table et serra celle de Liam. « Et j'apprécie tellement cela, chérie, dit-elle. » Plus tard cette nuit-là, bien après qu'Isabelle se fût endormie dans leur froide chambre blanche, Liam se rendit dans un bureau. C'était la seule pièce de la maison qu'il avait revendiquée comme sienne, remplie de livres sur la théorie de l'architecture, de rouleaux de papier à dessin et de la chaude odeur du bois et du graphite. C'était son sanctuaire, sa forteresse de solitude. Il ferma la porte, le son du loquet qui se refermait marquant un petit point de ponctuation satisfaisant. Il s'assit à son bureau et alluma son ordinateur portable secondaire, un appareil élégant et crypté qu'Isabelle n'avait jamais vu. Il se connecta à une série de portails sécurisés, ses doigts bougeant avec une vitesse habituée. L'écran se remplit non pas de plans, mais de bilans financiers complexes, de téléscripteurs boursiers et de portefeuilles d'investissement qui éclipsaient plusieurs fois l'évaluation totale de l'entreprise d'Isabelle. C'était son véritable travail, la source de l'immense et discrète richesse qu'il avait héritée et soigneusement cultivée depuis le début de la vingtaine. Il était le seul propriétaire du groupe Orion Holdings, une société de capital investissement si discrète qu'elle était pratiquement un fantôme connu seulement d'une poignée de cercles financiers d'élite. Il ouvrit un dossier spécifique intitulé Projet Rossignol. À l'intérieur se trouvait un unique document PDF de plusieurs pages. C'était l'accord de financement d'amorçage original pour une entreprise appelée Innovat. Il fit défiler jusqu'à la page des signatures. Là, à côté de la signature triomphante et bouclée d'Isabelle, se trouvait le cachet net et autorisé d'Orion Holdings, et en dessous, une signature de l'agent autorisateur. Le nom ne lui était pas familier, un mandataire qu'il utilisait pour de telles transactions, mais le pouvoir derrière lui découlait directement de lui. Il se pencha en arrière, le cuir de son fauteuil grinçant dans la maison silencieuse. Ce document était l'objet symbolique de sa vie secrète, la preuve tangible de l'ironie vaste et exaspérante qui définissait son mariage. Il s'était retourné et avait essayé de repousser cette idée, sans se rendre compte que sa main le tenait toujours fermement. Il regarda le document pendant un long moment, la colère du dîner se solidifiant en quelque chose de plus dur, de plus froid. Il ne s'agissait pas de l'argent, il s'était agi, et s'agissait toujours, de respect, et il allait maintenant lui en enseigner méthodiquement, patiemment et de manière dévastatrice la signification. L'humiliation qu'il ressentait était un carburant, et il avait un très long voyage à planifier. Les mois qui suivirent le mariage se déroulèrent comme le resserrement lent et délibéré d'un nœud. L'entreprise d'Isabelle ne fit pas que croître, elle explosa. Un article dans un grand magazine économique l'avait dépeinte comme la nouvelle visionnaire du monde de la technologie, une enfant prodige brillante et belle qui s'était frayé un chemin jusqu'à la célébrité à la force du poignet. L'article passait commodément sous silence la source de son financement initial, le décrivant vaguement comme un investissement précoce et prémonitoire de la part d'une société de capital risque avant-gardiste. Isabelle commença à parler de cette entreprise anonyme avec une sorte de révérence, comme s'ils étaient des mécènes divins qui avaient reconnu son génie d'en haut. Il ne lui vint jamais à l'esprit d'enquêter sur qui ils étaient réellement. Son ego, nourri par un régime constant de louanges et de succès, n'avait pas de place pour de telles questions. Avec sa renommée grandissante vint une augmentation proportionnelle de son arrogance. Elle commença à prendre des décisions concernant leur vie avec la même autorité unilatérale qu'elle exerçait dans sa salle de réunion. Un après-midi, Liam rentra d'une visite de chantier difficile pour trouver une voiture de sport élégante et ridiculement chère dans l'allée, un énorme nœud rouge sur son capot. Surprise, avait gazouillé Isabelle en l'embrassant sur la joue. « C'est pour toi. »
Je ne peux plus laisser mon mari conduire cette vieille berline raisonnable. C'est mauvais pour l'image de marque. Il regarda la voiture, un monument de richesse ostentatoire qui était tout ce qu'il n'était pas. Isabelle, c'est trop. Nous n'en avons pas discuté. Elle fit un geste dédaigneux de la main. Oh, ne sois pas si sérieux, Liam. Je peux me le permettre. Profitant, tout simplement. Elle ne voyait pas cela comme une décision de partenariat. Elle voyait cela comme un cadeau d'un supérieur à un subordonné, un avantage d'être marié à elle. La berline, une voiture qu'il aimait pour sa fiabilité et son confort discret, avait disparu. Elle l'avait échangée sans lui demander. Les fêtes devinrent plus fréquentes et plus insupportables. Ce n'étaient pas des rassemblements d'amis, mais des événements de réseautage organisés dans leur propre maison. Isabelle glissait à travers les pièces, une reine dans sa cour, tandis que Liam était censé la suivre dans son sillage, un beau consort silencieux. Il devint adepte du sourire poli et non compromettant, du signe de tête discret, de l'art d'être présent, mais invisible. L'humiliation était une fièvre constante et légère. Le pire se produisit lors de leur pendaison de crémaillère, une grande réception pour célébrer officiellement la maison qu'elle avait achetée. Un homme du nom de Marcus Thorne, un investisseur potentiel qu'Isabelle tentait de courtiser, coinça Liam près des fenêtres du sol au plafond surplombant la ville. Alors, dit Marcus, en faisant tourner son brandy, Isabelle est une force de la nature, absolument brillante. Que faites-vous dans la vie, Liam? La question était désinvolte, mais l'hypothèse sous-jacente était claire. Quoi que ce fût, cela ne pouvait pas se comparer. Avant que Liam ne puisse formuler une réponse, Isabelle fit son apparition, posant une main possessive sur son bras. Elle rit, un son léger et musical qui le fit grincer des dents. « Oh, Marcus, ne le mets pas dans l'embarras, dit-elle, son sourire large et éblouissant. Liam est mon roc. Il entretient le foyer pendant que je suis dehors à combattre des dragons. Je ne pourrais pas le faire sans lui. » Elle serra son bras, un geste qui se voulait affectueux, mais qui donnait l'impression de tirer sur une laisse. L'insulte était parfaitement conçue, un chef-d'œuvre de dénigrement public enveloppé dans le langage de l'amour. Elle avait réduit toute son identité, sa carrière d'architecte qualifié et respecté, sa personnalité même, à celle d'un homme au foyer. Marcus Thorne hocha la tête, son évaluation de Liam étant clairement terminée. Il était laid, l'époux d'un grand soutien, un endroit d'où la brillante guerrière pouvait atterrir. Il reporta son attention sur Isabelle, le véritable pouvoir dans la pièce, et Liam fut laissé debout seul, les lumières de la ville scintillant d'un air moqueur derrière lui. Il prit une gorgée lente de son eau, le liquide froid ne faisant rien pour éteindre le feu dans ses tripes. Il s'excusa quelques instants plus tard, prétextant un mal de tête. Il ne se rendit pas dans leur chambre, mais dans son bureau, la forteresse. Le seul endroit où son identité restait entière. Il n'alluma pas son ordinateur financier. Au lieu de cela, il s'assit dans le noir, les sons de la fête n'étant qu'un battement lointain et étouffé. Il pensa aux plans originaux d'Innovat. Il l'avait aidé avec eux, tard la nuit dans son ancien appartement, à l'époque où elle n'était qu'une fille avec une idée puissante et sans ressources. Il avait écouté ses rêves, et avec son esprit calme et méthodique, il l'avait aidé à les façonner en un modèle commercial viable. Il avait posé les questions difficiles, mis à l'épreuve les hypothèses et l'avait aidé à construire la structure même de sa proposition. Elle avait pris cette structure, ce plan, et l'avait présenté comme son propre génie singulier. Il l'avait permis parce qu'il l'aimait, et son succès était sa joie. Mais c'était avant. Avant le contrat prénuptial public, avant la condescendance de son père, avant d'être réduit au roc qui entretient le foyer. L'amour, apprenait-il, ne pouvait survivre sans l'oxygène du respect, et le sien était en train de suffoquer. Le lendemain, il appela David Chen, son avocat et la chose la plus proche d'un confident qu'il avait. David était l'associé directeur du cabinet d'avocats qui gérait toutes les affaires d'Orion Holdings. Il était vif, discret et d'une loyauté absolue. Ils se rencontrèrent dans un bar d'hôtel calme et à l'ancienne, le genre d'endroit avec des boiseries sombres et des barman qui connaissaient votre boisson avant que vous ne commandiez. Elle a échangé ta voiture sans te demander, dit David en secouant la tête après que Liam eut raconté les derniers incidents. Ce n'est pas un mariage, Liam. C'est une prise de contrôle hostile. C'est un modèle de comportement, dit Liam, la voix basse. Une croyance que son succès lui donne une autorité absolue, non seulement dans son entreprise, mais dans notre vie. Elle est aveugle à cela. Et le contrat de mariage,
songea David en joignant le bout de ses doigts. Théâtralement, ce fut un coup de maître de cruauté. Juridiquement, c'est un document fascinant. Il protège méticuleusement ses actifs déclarés, à savoir la valeur actuelle et future d'Innovat. Il ne revendique aucun droit sur tes actifs parce qu'elle suppose que tu n'en as pas à proprement parler. L'ironie est un peu trop évidente, n'est-ce pas, dit Liam avec un sourire sec et sans humour. C'est plus qu'ironique, Liam. C'est une arme chargée qu'elle a pointée sur son propre pied, dit David, son expression devenant sérieuse. La question est, quand veux-tu l'aider à appuyer sur la détente? Liam regarda par la fenêtre. Il était un bâtisseur. Il créait des choses qui duraient, des fondations de pierre et d'acier. Il avait essayé de construire un mariage sur des fondations d'amour, de confiance et de respect mutuel. Mais il avait découvert que le sol était instable. Les matériaux qu'on lui avait donnés pour travailler étaient défectueux. Maintenant, il devait changer de discipline. Il ne construisait plus. Il planifiait une démolition. Pas encore, dit Liam doucement. Un architecte sait que l'on ne peut commencer la déconstruction avant d'avoir un relevé complet de la structure existante. J'ai besoin de comprendre chaque point faible. J'ai besoin de préparer le terrain. Il se tourna de nouveau vers David, ses yeux froids et clairs comme son verre. Mais tout en ordre, chaque transaction, chaque email, chaque note de ses premières étapes de planification. Retrace le flux des fonds depuis mes comptes principaux vers Orion jusqu'à la capitalisation initiale de son entreprise. Je veux une forteresse de faits, David, un dossier en béton sans aucune place pour l'interprétation ou le déni. Le moment venu, je ne veux pas me battre. Je veux qu'elle se rende. David hocha lentement la tête, un regard de sombre admiration sur le visage. Considère que c'est fait. Tu me dis juste quand. La préparation silencieuse avait commencé. Tandis qu'Isabelle faisait la couverture des magazines et prononçait des discours d'ouverture sur son ascension fulgurante, Liam posait silencieusement et méthodiquement les charges explosives aux fondations de l'empire qu'elle croyait être le sien seul. Les 3 mois suivants furent une classe de maître en patience et en contrôle. Liam joua le rôle du mari d'un grand soutien avec une subtilité si convaincante que même Isabelle, enveloppée dans son cocon d'autosatisfaction, ressentit un vague sentiment de gratitude. Il assistait à ces galas en souriant placidement sur la touche. Il écoutait ses monologues interminables sur la stratégie d'entreprise, offrant des mots simples et encourageants. Il était un lac placide qui lui renvoyait son propre éclat, et elle ne soupçonna jamais une seule fois les puissants courants invisibles qui se déplaçaient profondément sous la surface. Pendant ce temps, son travail avec David était méticuleux. Ils assemblèrent un dossier qui était à la fois une histoire financière et une histoire d'amour tragique. Il contenait des copies de ses virements initiaux à la société holding Orion et les virements ultérieurs identiques d'Orion vers le premier compte professionnel d'Innovat. Il comprenait des pages numérisées de ses vieux carnets de notes remplis de son écriture, décrivant les stratégies commerciales et marketing même qu'Isabelle avait plus tard présentées comme siennes. Ils déterrèrent même de premières chaînes de mai entre Liam et Isabelle, où il guidait doucement sa réflexion. « As-tu pensé à cette source de revenus » avait-il écrit dans l'un. La logistique de cette chaîne d'approvisionnement pourrait être problématique. Un modèle décentralisé serait peut-être plus résilient, avait-il suggéré dans un autre. Chacun était une petite brique cruciale dans les fondations de son entreprise. Une brique qu'elle avait depuis longtemps oublié qu'il avait posée. Le point de rupture, quand il arriva, ne fut pas une explosion soudaine, mais une déclaration arrogante et silencieuse faite un mardi soir. Liam venait de rentrer à la maison. Ses mains étaient encore tachées de graphite après une session de dessin marathon. Il trouva Isabelle, l'air était lourd du parfum d'une victoire imminente. « Liam, timing parfait !» s'exclama Isabelle, les yeux brillants. « Assieds-toi, nous avons des nouvelles incroyables. » Il s'assit, un sentiment de pressentiment s'installant sur lui. Richard lui tapa sur l'épaule, un geste de camaraderie forcé. « Ta femme est un génie, mon garçon, un génie pur et simple. » Nous passons à l'échelle mondiale, annonça Isabelle, la voix tremblante d'émotion. Nous avons été en pourparlers avec un important réseau de distribution européen, mais pour répondre à leurs demandes, nous devons augmenter rapidement la production. Nous avons besoin d'une nouvelle installation, de nouveaux équipements. C'est une expansion massive. Cela nécessite une injection massive de capitaux, ajouta Richard, baissant la voix en un murmure de conspirateur. Nous avons obtenu un prêt relais de la banque, un prêt très substantiel. Tout est en train de se réaliser.
Liam garda une expression neutre. C'est un grand pas, félicitations. Avez-vous obtenu le financement complet pour l'expansion? Isabelle et Richard échangèrent un regard, une communication brève et silencieuse qui l'excluait complètement. Pas tout à fait, dit Isabelle prudemment. Les investisseurs pour le prochain cycle de financement sont presque là, mais ils veulent nous voir lancer les travaux de la nouvelle installation en premier. C'est un signe d'engagement, le prêt bancaire est donc essentiel pour faire avancer les choses. Et quelle est la garantie pour un prêt de cette taille? Demanda Liam, la question était simple, directe. Isabelle hésita une fraction de seconde. Eh bien, c'est l'autre partie de la nouvelle, dit-elle, en forçant un sourire éclatant. La banque a été tellement impressionnée par notre portefeuille et nos biens personnels. Ils ont été heureux d'accepter la maison dans le cadre du dossier de garantie. Silence, la grande et froide maison de marbre qu'elle avait achetée, la maison qui était légalement leur domicile conjugal partagé, même si elle lui semblait être la sienne. Elle mettait en gage leur maison pour financer son entreprise, une entreprise qu'il possédait secrètement, sans un seul mot de discussion. Liam prit une lente inspiration. Isabelle, dit-il, d'une voix dangereusement calme. Tu as mis notre maison en garantie d'un prêt commercial sans me consulter. Richard laissa échapper un petit rire sec et aboyant. Te consulter? Liam, avec tout le respect que je te dois, que saurais-tu de la haute finance? Contente-toi de tes plans. C'est la cour des grands. C'est une formalité. Le mépris brut et pur dans la voix de son père était stupéfiant, mais ce fut la réponse d'Isabelle qui porta le coup de grâce fatal. Elle posa une main sur la sienne, son contact se voulant apaisant, conciliant. Chérie, n'aie pas l'air si inquiet, dit-elle, la voix dégoulinante de condescendance. C'est parfaitement sûr. Et d'ailleurs, ajouta-t-elle, livrant la réplique avec un petit sourire triomphant, le contrat de mariage te protège de tout ce risque. Si quelque chose tourne mal, tu es complètement à l'abri. Tu vois, je veille toujours sur toi. Elle était là, l'insulte ultime. Le contrat de mariage, son épée de Damoclès, était maintenant présenté comme son bouclier. Son humiliation était recadrée comme sa protection. Son exclusion était un cadeau. À ce moment-là, quelque chose en Liam céda, non pas avec un craquement, mais avec un petit clic final et silencieux, comme un verrou qui se met en place. Le temps de la patience était révolu. Le temps de l'observation était révolu. Le relevé de la structure était terminé. Il regarda le visage confiant et souriant d'Isabelle, puis le visage suffisant et méprisant de Richard. Il le voyait comme un idiot, un passager, un moins que rien. Il n'avait aucune idée qu'il se tenait sur une scène soigneusement construite, et que c'était lui qui était dans les coulisses avec la main sur l'interrupteur principal. Il se leva. « Excusez-moi, dit-il, la voix dépourvue de toute émotion. Je dois passer un coup de fil. » Il s'éloigna, les laissant à leur célébration. Il se rendit dans son bureau, le seul endroit où il pouvait respirer. Il se tint près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville qui avaient autrefois semblé se moquer de lui. Maintenant, elle ressemblait à une promesse. Il sortit son téléphone et composa un numéro. David répondit à la première sonnerie. « David, » dit Liam, sa voix étant aussi calme et froide que la vitre contre son front. « Il est temps. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil, puis la voix de David revint, basse et assurée. « La salle de conférence à 10 heures demain? Leur grande présentation au groupe Véron? »« Oui, » dit Liam. « Prépare les dossiers. Je te retrouverai là-bas. » Il raccrocha. Le calme avant la tempête avait pris fin. Le vent commençait à se lever. La salle de conférence au 45e étage du siège d'Innovat était la cathédrale d'Isabelle. C'était un espace conçu pour intimider et impressionner, avec une seule plaque massive d'acajou poli en guise de table et des fenêtres du sol au plafond offrant une vue divine sur la ville en contrebas. Aujourd'hui, c'était la scène de son plus grand triomphe. Assis autour de la table se trouvaient les 4 membres actuels de son conseil d'administration. Son père Richard, l'air gonflé de fierté et, plus important encore, les 3 représentants au visage sévère du groupe Véron. Les investisseurs européens dont le partenariat catapulterait son entreprise dans la stratosphère mondiale. Isabelle était dans son élément. Elle dominait la pièce, sa présentation un mélange parfait de données concrètes et de rhétorique visionnaire. Elle parla de pénétration du marché, de logistique de la chaîne d'approvisionnement et de projection de croissance trimestrielle avec une aisance qui était indéniablement impressionnante.
Elle était posée, puissante et totalement confiante. Les représentants de Véron étaient visiblement impressionnés. Leurs expressions stoïques s'adoucissant en signe de tête approbateur. L'affaire était presque conclue. Et donc, conclut Isabelle, la voix résonnant de passion. Avec le lancement immédiat de l'expansion de nos installations, financée par notre financement relais, nous prévoyons d'être prêts pour l'entrée sur le marché européen d'ici le 4e trimestre de l'année prochaine. Nous pensons que ce n'est pas seulement une opportunité pour Innovat, mais un moment de changement de paradigme pour l'industrie. Un murmure d'assentiment fit le tour de la table. M. Dubois, l'investisseur principal de Véron, sourit pour la première fois. Un plan impressionnant et ambitieux, Madame Vance. Nous sommes très encouragés. Richard rayonnait, ayant l'air d'avoir tout juste gagné à la loterie. Le sourire d'Isabelle était un triomphe pur et brut. Elle était sur le point de les remercier lorsque les lourdes portes en verre de la salle de conférence s'ouvrirent silencieusement. Toutes les têtes se tournèrent. Debout dans l'embrasure de la porte se trouvait Liam. Il n'était pas le Liam qu'il connaissait. Disparu était l'architecte discret et sans prétention dans des pulls en tricot doux et des pantalons décontractés. L'homme dans l'embrasure de la porte portait un costume sur mesure gris anthracite qui lui allait avec le genre de perfection qui murmure plutôt qu'elle ne crie son prix. Ses chaussures étaient cirées pour briller comme un miroir. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et à son poignet se trouvait une montre Patek Philippe simple et élégante qui valait plus que la voiture qu'Isabelle lui avait achetée. Il avait l'air de posséder le bâtiment, pas seulement de vivre dans l'un de ses appartements. À côté de lui se tenait David Chen tenant un mince porte-document en cuir, son expression professionnellement neutre. Le visage d'Isabelle passa par une série rapide de transformations, la confusion, puis l'irritation, puis la fureur pure et l'embarras. Liam, siffla-t-elle. Sa voix, un murmure tranchant et choqué qui coupa court au calme de la pièce. Que fais-tu donc ici? C'est une réunion privée à huis clos. Tu dois partir. Maintenant. Ces mots étaient un ordre. Le ton qu'elle pourrait utiliser avec un employé égaré qui se serait égaré dans la mauvaise pièce. Ce fut la dernière et la plus grande erreur de calcul de sa vie. Les yeux de Liam croisèrent les siens. Il n'y avait pas de colère en eux, pas de malice. Il n'y avait qu'une finalité calme et profonde. Il fit un pas dans la pièce, sa présence semblant rétrécir l'espace autour de lui. Au contraire, Isabelle, dit-il, sa voix n'étant pas forte, mais portant un poids qui fit que tout le monde à la table se redressa. En tant qu'actionnaire principal et majoritaire de cette entreprise, je crois que ma présence est non seulement appropriée, mais requise. La déclaration atterrit, simple, dévastatrice, définitive. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. L'air crépitait d'incrédulité. Richard fut le premier à le briser, laissant échapper un rire étranglé et incrédule. Actionnaire? De quoi parles-tu, au nom de Dieu, Liam? As-tu perdu la tête? Sors-le d'ici, Izzy. Isabelle était figée, le visage pâle, fixant Liam comme si elle le voyait pour la première fois. Les investisseurs de Véron échangèrent des regards méfiants et confus. La réalité soigneusement construite de la pièce venait de se fracturer. Liam ne regarda même pas Richard. Son regard resta verrouillé sur sa femme. Tu as fonctionné sur la base d'une série de fausses hypothèses, Isabelle, concernant ton entreprise, me concernant, nous concernant. Je pense qu'il est temps de faire preuve de clarté. David Chen s'avança, calme et inefficace, note, inefficace, efficient. Il s'entendait dire basé dans contexte, meaning efficace. I will translate it literally or correct it, efficace. Correction, calme, et efficace. Il ouvrit son porte-document et commença à placer une série de chemises fines et élégamment reliées devant chaque personne à la table. Les membres du conseil d'administration, Richard, et le groupe Véron. Il plaça la dernière directement devant Isabelle. La couverture était d'un blanc simple et austère. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle, sa main planant au-dessus du dossier, craignant de le toucher. Cela, dit Liam, sa voix résonnant avec l'autorité tranquille qu'il avait gardée en réserve depuis si longtemps, c'est la vérité. Il marcha lentement vers la tête de la table. L'endroit qu'Isabelle venait de libérer et s'y tint. Il n'était plus le consort, l'accessoire, l'homme qui entretenait le foyer. Il était le centre de gravité et tout le monde dans la pièce était pris dans son attraction. S'il vous plaît, dit Liam au groupe réuni, ouvrez les dossiers. La bombe silencieuse avait explosé. Maintenant,
Les retombées allaient commencer. Le bruissement du papier fut le seul son dans la salle de conférence alors que 12 paires de mains ouvraient les chemises blanches. À l'intérieur, l'histoire était exposée avec une précision froide et irréfutable. Cela commençait avec le premier document, les statuts d'une société de capital investissement nommée Orion Holdings. Le second était une déclaration de propriété déclarant Liam Alistair Vance comme directeur et bénéficiaire unique. La respiration d'Isabelle s'arrêta. Elle fixa le nom de son propre mari, lié à une entreprise dont elle n'avait jamais entendu parler. Une vague de dissonance cognitive la submergea. Ça n'a aucun sens, se moqua Richard, feuilletant les pages avec mépris. Quelles sont ces absurdités? Une société écran? Liam, c'est pathétique. Essaies-tu de faire croire que tu es une sorte de millionnaire secret? Liam l'ignora. Sa concentration était entièrement sur les procédures. Si vous voulez bien aller à l'onglet B, dit-il, la voix aussi stable que la main d'un chirurgien. Vous trouverez le prospectus de financement initial d'Innovat, rédigé en mai d'il y a 2 ans. Le sang d'Isabelle se glaça. C'était son prospectus, ses mots, sa vision. Mais en y regardant de plus près, elle vit de légères annotations au crayon dans les marges de la copie numérisée. Des questions sur la capacité d'évolution, des suggestions de modèles de revenus alternatifs. Elle reconnut l'écriture. C'était celle de Liam. De ses nuits tardives dans son ancien appartement, des nuits qu'elle avait rejetées comme le fait qu'il n'était qu'un petit ami d'un grand soutien, une caisse de résonance pour son génie. Et à l'onglet C, la voix de Liam continua, l'investissement d'amorçage dans Innovat. Il fit une pause, laissant le poids du moment s'installer. L'investisseur officiel est, comme vous le savez tous, une société de capital risque anonyme. Celle qu'Isabelle a souvent louée pour sa clairvoyance. Il la regarda directement, et pour la première fois, elle ne vit pas de l'amour, pas de la déception, mais le regard froid et évaluateur d'un banquier examinant un prêt en défaut de paiement. Le nom de cette entreprise, comme vous pouvez maintenant le voir, était Orion Holdings. Un halètement collectif parcourut la pièce. Les investisseurs de Véron fixèrent les documents, puis Liam, puis Isabelle. Leurs visages se durcissant en masque de neutralité professionnelle. Les membres du conseil d'administration eurent l'air totalement déconcertés, leur loyauté instantanément détachée. Isabelle sentit le sol se dérober sous elle. Le récit de sa vie, l'histoire qu'elle se racontait, l'histoire qu'elle racontait au monde, se désintégrait sous ses yeux. La brillante femme autodidacte, le succès à la force du poignet. Tout était un mensonge. Elle n'avait pas été découverte par un spécialiste du capital risque perspicace. Elle avait été financée par son petit ami calme et discret, qui était ensuite devenu son mari. L'homme qu'elle venait d'essayer d'expulser de la pièce comme un intrus. Non, murmura-t-elle en secouant la tête. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas seulement possible, c'est la vérité fondamentale de cette entreprise, déclara Liam, sa voix résonnant d'une autorité qui ne pouvait être remise en question. Il commença à faire les 100 pas lentement, sa présence dominant la pièce. J'ai cru en ton idée, Isabelle. J'ai cru en toi. Je voulais te voir réussir selon tes propres conditions sans l'ombre de la richesse de ma famille ou de mon nom. J'ai donc créé un moyen de te donner cette chance de manière anonyme. Je t'ai donné le capital, les conseils stratégiques que tu as demandés, puis je me suis mis en retrait pour te laisser construire ton rêve. Il s'arrêta et la regarda. Son visage, un masque de chagrin profond hélas. C'était le miroir moral et son reflet y était laid. Tu as construit un empire, c'est vrai, mais tu l'as construit sur des fondations que j'ai fournies. Des fondations que tu n'as jamais pris la peine d'inspecter. Tu étais tellement amoureuse de la vue d'en haut que tu as oublié de vérifier qui tenait l'échelle. Il reporta ensuite son attention sur Richard. Tu as demandé ce que je savais de la haute finance, Richard. La réponse est que j'en sais assez pour avoir transformé un héritage important en un portefeuille qui pourrait acheter et vendre ceci quand j'en vois un. Note, translation adapted for flow, vendre une affaire comme celle-ci quand j'en vois une. Et je sais qu'un PDG qui utilise les biens personnels d'un investisseur principal comme garantie sans qu'il le sache a commis un manquement catastrophique à l'obligation fiduciaire. Le visage de Richard, qui avait été rouge de fanfaronnade, se vidait maintenant de son sang pour prendre une couleur blanche, pâteuse et maladive. Les investisseurs de Véron fermaient déjà discrètement leur dossier. M. Dubois regarda Liam avec une nouvelle considération. Son visage à elle était une ruine de fierté brisée dans une horreur naissante.
Le contrat de mariage, l'humiliation publique, le dénigrement subtil et constant. Chaque souvenir était maintenant remanié sous la lumière horrifiante de cette nouvelle réalité. Elle n'avait pas protégé sa fortune d'un potentiel chercheur d'or. Elle avait méprisé la source même de cette fortune. Sa prudence était, en fait, un acte d'arrogance spectaculaire et autodestructrice. Tu voulais protéger tes actifs de l'homme que tu as épousé, dit Liam, sa voix s'adoucissant, non pas avec de la pitié, mais avec la dévastation silencieuse d'un jugement final. Il ne t'est jamais venu à l'esprit de demander d'où venaient ces actifs. Tu as exigé un contrat de mariage pour protéger un château que j'ai construit pour toi. Et ensuite tu m'as ridiculisé pour ne pas en comprendre l'architecture. Il laissa le silence planer dans ce bref moment de réflexion personnelle terminé. Il n'était plus question que d'affaires maintenant. Par conséquent, annonça-t-il à la pièce stupéfaite, en tant qu'actionnaire majoritaire exerçant mes droits en vertu des statuts que vous trouverez à l'onglet F, j'appelle à un vote immédiat de défiance envers l'actuel PDG, Madame Isabelle Vance, et le président, M. Richard Croft. Le plan d'expansion est suspendu indéfiniment, dans l'attente d'un audit complet. La séance est levée. Le monde s'inclina sur son axe. Isabelle resta là, muette et brisée, alors que M. Dubois du groupe Véron se levait, adressait à Liam un signe de tête sec et formel, et conduisait son équipe hors de la pièce sans un seul regard en arrière vers elle. Son expansion mondiale, son triomphe, son avenir, tout s'était évaporé en l'espace de 10 minutes. La salle de conférence, qui quelques instants auparavant avait été une chambre de triomphe, était maintenant un tombeau. Les membres restants du conseil d'administration évitaient son regard. Leur visage un mélange de choc et de peur naissante, alors qu'ils réalisaient de quel côté ils devaient être. Richard s'était effondré dans sa chaise, ayant l'air soudain vieux et frêle. Sa façade de fanfaronnade complètement dépouillée. Isabelle trouva finalement sa voix, un son désespéré et étranglé. Elle trébucha vers Liam, la main tendue. « Liam, je ne savais pas, plaida-t-elle, des larmes se libérant finalement et coulant sur son visage. Je jure que je n'en avais aucune idée. » Liam la regarda, sa magnifique, brillante et brisée épouse. L'amour qu'il avait ressenti pour elle était toujours là, un membre fantôme qui faisait mal avec une douleur fantôme. Mais il était submergé par le vide vaste et froid de sa trahison. Il ne la regarda pas avec haine. Il la regarda avec une déception profonde et écrasante pour l'âme qui était infiniment pire. « C'est bien là la question, Isabelle, dit-il, sa voix étant à peine un murmure. Tu ne savais pas, et tu ne t'es pas soucié de savoir, et c'est ce qui a fait toute la différence. » Il se retourna, et avec David Chen à ses côtés, il sortit de la salle de conférence, la laissant seule dans les décombres du royaume qu'elle croyait être le sien. Les lourdes portes en verre se refermèrent derrière lui. Le silence qu'ils laissèrent dans leur sillage fut aussi absolu qu'un jugement final. Dans les suites immédiates, un silence glacial s'abattit sur Innovat. La nouvelle de la réunion avortée et la révélation stupéfiante de la propriété de Liam traversèrent les hautes sphères de l'entreprise comme une onde de choc. Les emails volèrent, des conversations à voix basse eurent lieu dans les couloirs, et un sentiment palpable de peur remplaça l'allure arrogante qui avait défini la culture de l'entreprise sous Isabelle. L'expansion était morte, l'accord avec Véron était en poussière, et Isabelle Vance, le PDG visionnaire, était soudainement un fantôme dans son propre siège social. Elle était sortie de la salle de conférence en chancelant dans un état second, son père Richard la suivant, marmonnant des choses insensées. Les membres du conseil d'administration, qui étaient autrefois suspendus à ses lèvres, s'éparpillaient maintenant comme des oiseaux, leur instinct de survie l'emportant sur tout sentiment de loyauté. Ils reconnaissaient un coup d'État quand ils en voyaient un, et le nouveau roi était Liam Vance. La première communication officielle arriva moins d'une heure plus tard. Un email du cabinet d'avocats de David Chen envoyé à l'ensemble du conseil d'administration et à la haute direction annonçait formellement une réunion d'urgence du conseil pour le lendemain matin. L'ordre du jour était simple, aborder la direction de l'entreprise et la gouvernance fiduciaire. Ce fut une exécution clinique et sans effusion de sang. Isabelle passa le reste de la journée dans son bureau, le bureau avec la vue panoramique qui ressemblait maintenant à une cellule de prison. Elle essaya d'appeler Liam, mais son téléphone bascula directement sur la messagerie vocale. Elle laissa une série de messages de plus en plus désespérés, babillant des excuses, suppliant pour de la compréhension, un torrent de mots qui ne pouvaient pas commencer à combler le gouffre qui s'était ouvert entre eux. Il ne rappela jamais. Ce soir-là, la maison était caverneuse et froide. Les sols en marbre blanc semblaient faire écho à chaque pas,
amplifiant le vide écrasant. Liam n'était pas là. Sa voiture avait disparu. Quelques-unes de ses affaires, un costume, ses outils de dessin, l'ordinateur portable crypté, manquaient dans son bureau. Il avait fait un petit sac et était parti. Il s'était chirurgicalement excisé de leur vie commune sans un mot. Le lendemain matin, Isabelle fut formellement révoquée de son poste de PDG. Ce fut unanime. Richard fut dépouillé de sa présidence avec la même efficacité brutale. Le conseil d'administration, voyant la montagne de preuves que David Chen avait présentées et comprenant que leur propre avenir dépendait de l'alignement avec le véritable pouvoir, capitula complètement. En l'espace de 24 heures, Isabelle était passée du statut de reine de son propre univers à celui de paria. Son père, son pouvoir par procuration anéanti, sembla rétrécir sous ses yeux, ne devenant qu'un vieil homme bruyant et idiot. Une semaine plus tard, la maison était toujours un mausolée de leur mariage mort. Isabelle y évoluait comme un spectre, son chagrin et sa honte, un poids physique. Sa mère Éléanore vint s'installer, ostensiblement pour offrir du réconfort. Elle trouva Isabelle dans le vaste salon, fixant d'un regard vide la silhouette sombre de la ville. « C'est un cauchemar », murmura Isabelle, la voix enrouée d'avoir pleuré. Comment a-t-il pu faire cela pour m'humilier ainsi devant tout le monde? Éléanore, toujours la complice, se précipita à la défense de sa fille. C'était cruel, chérie, impardonnablement cruel. Il aurait pu te le dire en privé pour organiser un tel spectacle. C'était vindicatif. Elle caressa les cheveux d'Isabelle. Il ne t'a jamais apprécié. Nous l'avons tous vu. Depuis l'embrasure de la porte, une voix calme coupa court au mensonge réconfortant. Vraiment? Les deux femmes se retournèrent. Liam se tenait là, le visage impassible. Il était entré avec sa propre clé. Éléanore se leva, agitée mais défiante. Liam, tu ne peux pas juste entrer ici. Ce que tu lui as fait était monstrueux. Le regard de Liam était comme de la glace. Il ne regarda pas Isabelle. Il regarda directement sa mère. Monstrueux? Était-ce monstrueux lorsque vous étiez assise à votre table de salle à manger et que vous regardiez votre mari se moquer de ma profession? Était-ce monstrueux quand vous souriez poliment pendant que votre fille me réduisait à un domestique devant ses partenaires commerciaux? Vous parlez de mon spectacle. Au cours de la dernière année, ma vie a été un spectacle conçu par votre famille. J'étais le bouffon de la cour dans le royaume de votre fille et vous avez tous applaudi la performance. Il fit un pas dans la pièce. Vous êtes resté là et avez regardé, Éléanore. Vous n'avez jamais dit un mot. Vous n'avez jamais défendu une seule fois l'homme que votre fille a choisi d'épouser. Votre silence était sa propre forme de cruauté. Il ne s'agit pas seulement des actions d'Isabelle. Il s'agit d'une culture de l'irrespect que vous avez tous nourrie, abreuvée et applaudie. Vous en faites tout autant partie qu'elle. Éléanore recula comme frappée, son visage pâlissant. Il n'y avait pas de défense contre la vérité de ces mots. Elle avait été la complice silencieuse, la pourvoyeuse de sourires discrets qui validaient chaque insulte. Enfin, Liam tourna son regard vers Isabelle. La colère avait disparu, remplacée par une tristesse vaste et vide. Elle leva les yeux vers lui, le visage enflé, les yeux implorants. Et pour la première fois, le barrage de son arrogance et de ses illusions se brisa véritablement. Il a raison. Réussit-elle à dire d'une voix étranglée, en regardant sa mère. Il a raison. C'est tout de ma faute. La confession fut un torrent, un flot d'insécurité et de honte refoulée qu'elle avait caché même à elle-même. J'avais tellement peur, sanglota-t-elle. Ces mots trébuchant les uns sur les autres, peur de ne pas être assez. Quand l'entreprise a décollé, c'était la première fois que je me sentais importante, puissante. Et papa, il n'arrêtait pas de me dire que je devais la protéger, que les gens essaieraient de me la prendre. J'étais si désespéré de sentir que j'avais tout construit toute seule. J'ai repoussé la seule personne qui m'a le plus aidé. Elle regarda Liam, son cœur dans ses yeux. J'adorais être le soleil, Liam. J'adorais le sentiment de te voir graviter autour de moi. Ça me faisait me sentir en sécurité. J'étais si peu sûr de moi, si terrifié à l'idée d'être juste ordinaire que quand j'ai enfin eu quelque chose d'extraordinaire, je suis devenu un monstre pour le protéger. Je vois cela maintenant. Je vois tout. Je suis tellement désolé. Ce n'était pas une excuse. C'était une confession,
brute, honnête et totalement dévastatrice. C'était la première chose vraiment authentique qu'elle lui disait depuis des mois. Liam écouta, son expression ne changeant pas. Il avait voulu cela, cet aveu. Il avait voulu qu'elle voie la vérité. Mais maintenant que c'était là, cela ne lui apportait aucune satisfaction, seulement un profond sentiment de gâchis. L'amour qu'ils auraient pu avoir, le partenariat qu'ils auraient pu construire, tout cela avait été sacrifié sur l'autel de son ego. Des excuses, peu importe à quel point elles étaient sincères, ne pouvaient pas reconstruire les ruines. Elle ne pouvait que reconnaître qui avait mis le feu. La semaine suivant la confrontation à la maison en fut une de transition sombre et méthodique. Liam, travaillant en étroite collaboration avec David Chen et le conseil d'administration désormais soumis, commença le processus de stabilisation d'Innovat. Son premier acte en tant que chef de facto ne fut pas un acte de vengeance, mais une décision commerciale astucieuse. Il connaissait l'entreprise elle-même. L'idée centrale qu'il avait aidé à nourrir était toujours brillante. Sa valeur avait été compromise non pas par un produit défectueux, mais par une direction défectueuse. Son but n'avait jamais été de détruire son propre investissement, mais d'en corriger la trajectoire. Il convoqua le conseil d'administration, cette fois dans une salle de conférence louée et neutre, loin de la grandeur corrompue de l'ancien bureau d'Isabelle. Il exposa son plan avec la même précision calme qu'il utilisait pour concevoir des bâtiments. Il n'était pas un visionnaire de la technologie, et il ne prétendait pas l'être. Il était un stratège, un propriétaire. Innovat a besoin d'un leader qui comprend le marché et peut s'imposer le respect à la fois en interne et en externe, déclara-t-il. Il fit ensuite glisser un dossier de l'autre côté de la table. J'ai passé la semaine dernière à examiner des candidats. Ma recommandation pour le poste de PDG par intérim est Sarah Jenkins. Les membres du conseil étaient abasourdis. Sarah Jenkins était la directrice de la technologie d'Innovat, une femme brillante mais modeste qu'Isabelle avait souvent éclipsée, s'attribuant le mérite d'un grand nombre des percées techniques de Sarah. Elle était respectée par les ingénieurs et redoutée par l'équipe de vente pour son honnêteté brutale. Elle était, en somme, l'anti-Isabelle. En la promouvant, Liam envoyait un message clair. L'ère de l'image était révolue. L'ère de la substance avait commencé. La motion fut adoptée à l'unanimité. Sa réunion suivante était avec Richard. Il le rencontra non pas dans une salle de conférence, mais dans un petit café. Le pouvoir par procuration de Richard et la richesse de sa fille semblaient diminuer. Le costume cher tombait sur lui différemment. La fanfaronnade confiante avait été remplacée par une énergie nerveuse et tremblante. Il tenta d'ouvrir par des excuses, une tentative décousue et égoïste de remanier son comportement. Liam le coupa. « Je ne suis pas ici pour discuter de vos sentiments, Richard, dit Liam, d'un ton plat. Je suis ici pour discuter de faits. » Il posa une seule feuille de papier sur la table entre eux. C'était un résumé des finances personnelles de Richard, que David avait obtenu avec une rapidité déconcertante. Votre entreprise de conseil fonctionne à perte depuis 3 ans. Vous avez 2 hypothèques, et vous avez exploité votre portefeuille jusqu'à sa limite absolue. L'argent de la famille que vous étiez si désireux de protéger était une fiction. Vous comptiez sur le succès d'Isabelle pour vous renflouer. La dynamique du pouvoir était maintenant complètement et brutalement inversée. L'homme qui s'était moqué de la carrière pittoresque de Liam était confronté à la réalité de son propre échec. Richard fixa le papier, le visage cendré. Ce qu'Isabelle a construit était réel, bredouilla faiblement Richard. Ce qu'Isabelle a construit a été financé par moi, le corrigea Liam calmement, et vous l'avez encouragé à me traiter avec mépris. Vous l'avez entraîné dans l'art de l'arrogance. Vous avez fait cela non seulement pour la protéger, mais pour vous protéger vous-même. Votre accès à son succès était votre plan de retraite. Il se pencha légèrement en avant. Cet accès est maintenant terminé. Vous n'aurez plus aucun rôle futur, officiel ou non officiel au sein de l'entreprise. Toute tentative de contacter le conseil d'administration ou d'influencer ma femme sera suivie de conséquences. Sommes-nous clairs? Richard ne put qu'acquiescer, un homme brisé. Le renversement de fortune était absolu. L'humiliateur était maintenant celui qui était humilié, non pas par un spectacle public, mais par une exposition silencieuse et dévastatrice de la vérité. Enfin, il devait voir Isabelle. Il la trouva dans la maison en train de faire des cartons. Les meubles minimalistes et les œuvres d'art coûteuses étaient recouverts de housses de protection. La maison était en cours de vente. Elle leva les yeux quand il entra.
Son visage était pâle, mais ses yeux étaient clairs pour la première fois depuis longtemps. Il n'y avait plus de larmes. Il se tenait dans le salon résonnant, l'espace entre-rempli des fantômes de ce qui aurait pu être. La maison est vendue, dit-elle, sa voix monocorde. L'argent couvrira les pénalités pour la rupture de l'accord de prêt. Il ne restera presque rien. Je sais, dit-il. Je demande le divorce, déclara-t-il. Pas comme une question ou une menace, mais comme un simple fait. J'ai donné des instructions à mon avocat pour préparer les papiers. Elle hocha la tête, l'acceptant. Le contrat de mariage, commença-t-elle. Le contrat de mariage sera respecté à la lettre, dit Liam. L'ironie finale est écrasante, suspendue dans l'air. Il stipule qu'en cas de divorce, tous les actifs détenus par Innovat restent votre propriété exclusive. Ce qui est à vous est à vous. Il fit une pause. Bien sûr, vos actifs se composent maintenant d'une participation minoritaire sans droit de vote dans une entreprise que je contrôle entièrement. Vos actions sont essentiellement illiquides. Vous ne pourrez pas les vendre sans l'approbation du conseil d'administration, c'est-à-dire, mon approbation. Votre grande fortune est devenue une prison de papier. Elle finit par le regarder, une lueur de l'ancien feu dans les yeux, mais c'était un feu de compréhension, pas de colère. Tu as pensé à tout. Un architecte considère toujours la structure entière, répondit-il, les contraintes, les charges, les points de défaillance potentiels. Il fit un pas de plus, sa voix s'adoucissant, non pas avec affection, mais avec une clarté finale et douloureuse. Il ne s'est jamais agi d'argent, Isabelle, pas pour moi. Je t'aurais tout donné, librement et volontiers. Tout ce que j'ai jamais voulu en retour, c'était ton respect, un partenariat. Tu voulais un royaume avec un sujet. Mon amour pour toi n'a jamais été conditionnel. Ton respect pour moi l'était, et tu n'as pas rempli la condition. Il posa une clé sur le comptoir en marbre, sa clé de la maison. Adieu, Isabelle. Il se retourna et s'éloigna, ses pas résonnant dans le hall vide. Il ne regarda pas en arrière. Il laissait derrière lui les ruines d'une vie qu'il avait essayé de construire, mais il marchait vers un avenir où il pourrait enfin construire quelque chose pour lui-même, sur un terrain solide. 6 mois passèrent, les saisons changèrent, baignant la ville dans la lumière fraîche et claire de l'automne. Pour Liam, ce fut un temps de reconstruction tranquille. Il avait démissionné de son poste au sein du grand cabinet d'architecture, utilisant son propre capital pour lancer un cabinet plus petit et exclusif avec 2 collègues de confiance. Leur objectif n'était pas de construire des tours d'entreprise étincelantes ou des monuments à la richesse, mais des projets ayant un but. Une bibliothèque publique magnifiquement conçue pour un quartier à faible revenu, un projet de logement communautaire durable, un centre de soins palliatifs pour cancéreux sereins et réfléchis. Il a mis toute son énergie dans la création d'espaces au service des gens, trouvant une satisfaction profonde et tranquille dans le travail que Richard avait autrefois qualifié de pittoresque. Il était toujours un homme immensément riche, mais sa richesse n'était plus un secret ou un fardeau. C'était un outil qu'il utilisait pour construire une vie pleine de sens, loin de l'éclat toxique du monde d'Isabelle. Il était en paix. Il travaillait tard, non pas par obligation, mais par passion. Il passait ses week-ends à faire des randonnées dans les montagnes au nord de la ville, sentant la terre ferme sous ses pieds. La colère s'était dissipée, laissant derrière elle non pas une cicatrice, mais une surface lisse et dure de sagesse. Il avait appris le vrai coup d'aimer quelqu'un qui était incapable de vous voir. Un après-midi d'un samedi frais, alors qu'il dessinait dans un petit parc, il la vit. C'était Isabelle. Il faillit ne pas la reconnaître. Les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par un simple jean et un manteau pratique. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une simple queue de cheval, et elle portait très peu de maquillage. Elle travaillait à un petit chariot à café en plein air, prenant la commande d'un client. Ses mains gérant habilement la machine à expresso. Elle avait l'air plus mince, et il y avait une fatigue autour de ses yeux. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau dans son expression, un calme, un manque de prétention. Lorsqu'elle tendit son café au client, elle sourit. Ce n'était pas le sourire éblouissant de haute volée qu'elle avait utilisé pour les couvertures de magazines et les investisseurs. C'était un petit sourire sincère, le sourire d'une personne qui fait simplement son travail. Alors qu'elle se retournait pour essuyer le comptoir, ses yeux croisèrent brièvement les siens à travers le parc. Il y eut une lueur de reconnaissance, un moment d'histoire partagée qui passa entre eux en un instant. Il n'y avait pas de colère, pas de supplication.
Elle soutint simplement son regard pendant une seconde, puis fit un petit signe de tête de reconnaissance presque imperceptible et retourna à son travail. Dans ce signe de tête silencieux, Liam vit le début de son long chemin vers la rédemption. Elle recommençait à zéro, sans la béquille de son argent ou de l'ambition de son père. Elle apprenait à être juste Isabelle, pas Isabelle Vance, PDG. Il ressentit un pincement, non pas de regret, mais d'un espoir lointain et mélancolique pour elle. Son voyage était le sien, et il savait avec une certitude absolue que c'était un voyage qu'elle devait faire seule. Il ferma son carnet de croquis, se leva et s'éloigna, la laissant à sa nouvelle vie, tout comme elle l'avait laissé à la sienne. L'histoire de Liam et Isabelle devint une légende discrète dans les cercles d'affaires de la ville. Une mise en garde chuchotée lors de déjeuners coûteux. Il parlait de la PDG arrogante et de son mari calme et sans prétention, qui s'est avéré être un titan de la finance. Il parlait de l'humiliation publique et de la vengeance silencieuse encore plus spectaculaire, mais il manquait l'essentiel. La véritable histoire ne parlait pas d'argent ou de vengeance. Il s'agissait de la nature fondamentale du respect. La vraie valeur ne peut être mesurée par le cours des actions ou des articles de magazine. Elle réside dans le caractère, dans l'intégrité. La voix la plus forte dans la pièce est si souvent la plus peu sûre d'elle, criant pour noyer son propre doute. La vraie force, Liam l'avait appris, est une forteresse tranquille. Elle n'a pas besoin d'annoncer sa présence. Elle perdure simplement. Elle résiste au siège de l'arrogance et à l'érosion du mépris. Et quand le moment est venu, elle révèle son pouvoir, non pas dans un rugissement, mais dans l'affirmation calme et irréfutable de la vérité. La patience et l'intégrité, savait-il maintenant, finiront toujours par triompher de la victoire éphémère d'un cœur orgueilleux. La rédemption est possible, mais ce n'est pas un cadeau à donner. C'est un salaire à gagner par le dur labeur de l'humilité. C'est une puissante leçon sur la différence entre l'apparence et la réalité. Qu'en pensez-vous ? La réaction de Liam était-elle justifiée ou s'agissait-il d'une froide vengeance servie au mieux pour sa propre satisfaction ? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette histoire captivante, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres contes sur la vie, la perte et la quête tranquille de la justice. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de valoriser ceux qui sont silencieux. Ce sont eux qui écoutent vraiment.